Saga présente Internato de Céline Servat et lu par Luc de Villard. À ma grand-mère Maria, qui me fait cadeau de son amour inconditionnel et de sa bienveillance. Prologue. L'ombre prépare sa vengeance. Sa valise est bouclée et l'heure des massacres approche. Il est essentiel de prendre son temps, de profiter, de se délecter du sort à venir de ses victimes. Personne ne devra l'identifier et, avant qu'il ne comprenne ses intentions, l'ombre comptera le nombre exact des passages à l'acte nécessaires pour assouvir sa soif de revanche. 5 personnes devront trouver la mort dans les semaines qui suivent. 5 personnes qui attisent son courroux et qui subiront les tortures qu'elle mérite. À cette idée, l'ombre saisit la poignée de son bagage et affiche un rectus menaçant. Chapitre 1. Gustave tremble par avance. Il est attendu dans son bureau à 15 heures précises. Il réfléchit au contenu de sa semaine, cherche ce qu'il a fait, si quelque chose a pu déclencher sa colère. Pourtant, il ne voit rien d'exceptionnel. En même temps et d'aussi loin qu'il se souvienne, il n'a jamais rien accompli de remarquable. Mais il n'a pas eu de problème non plus. Sa semaine s'est passée comme toutes les autres, dans une monotonie qu'il commence à accepter comme étant la vie réelle. Gustave le sait. Certaines personnes brillent naturellement. Lui, il est plutôt une lampe à économie d'énergie. Il connaît pas mal de monde, il est sociable, mais des amis... Non. On ne peut pas les qualifier ainsi. Des connaissances, voire des copains. Il ne fait pas partie de ceux que l'on invite dans des soirées, ceux dont on guette l'approbation. Il est souvent le confident, puisqu'en effet, il sait écouter. Écouter, ça va. Pour le reste, il vaut mieux qu'il se taise généralement, pense-t-il, dans un bilan autodépréciatif. Alors, face à lui, il perd ses moyens. Il sait bien qu'il n'est pas à la hauteur de ses attentes. Il ne peut pas l'oublier devant la petite moue méprisante qui ne quitte plus son faciès dès qu'il le rencontre. Cela ne survient pas souvent, remarque, songe Gustave, amer. Finalement, ils partagent le même espace depuis tant d'années et peuvent passer des semaines sans se croiser, ou bien sans qu'il y ait d'interaction entre eux. Gustave se sent transparent. Arrivé devant la porte de son antre, Gustave s'arrête. Il redresse son dos, abaisse ses épaules, lève le menton. Il est prêt. Il reprend son souffle et frappe 3 coups secs. Il entre dans le bureau de son père. Comme à chaque fois, l'odeur de cire s'insinue dans ses narines. Chaque meuble coûte un prix indécent et donne à cette pièce une ambiance feutrée et austère. De grandes bibliothèques occupent les murs, garnies de plus de livres qu'une vie permet d'en lire. Mais son père en a-t-il ouvert plus d'une dizaine ? Un immense tapis persan figure l'allée qui le conduit jusqu'au bureau, où l'adulte le dévisage déjà, sans aménité. Gustave n'a jamais été à l'aise dans cet endroit, qu'il assimile à l'image de la rigidité de son propriétaire. Le bois en acajou est aussi dur que lui, pense-t-il. Gustave s'aperçoit qu'il retient son souffle. Il tente de se détendre, relâche ses bras, laisse passer un filet d'air entre ses lèvres. Il redresse sa tête et plante son regard dans les yeux gris d'André Dumoulin. Il est prêt. « Entre, Gustave. Assis-toi, je t'en prie. » Le ton est péremptoire. Plus qu'une invitation. Gustave ressent l'ordre derrière ses propos. Par habitude, il choisit le siège le plus éloigné. Un besoin de protection, mais une marque d'opposition aussi. L'adolescent perçoit d'emblée le rectus méprisant qui accompagne cette décision.
Son père prend la parole, allant droit au but, comme d'habitude. « Est-ce que tu sais ce que tu veux faire de ta vie, Gustave ? Est-ce que tu as enfin une idée conforme à tes possibilités ?» « En effet, j'aimerais bien étudier en faculté de psychologie, père. » « En psychologie ?» L'homme ponctue ces mots d'un ricanement humiliant. « As-tu bien perçu la teneur de ma phrase ? En quoi la psychologie va t'amener quoi que ce soit pour réussir ta vie ? Allons, un peu de réalisme pour une fois, redescends sur terre. » L'ambiance est glaciale. Gustave sent que les efforts de son père afin de se montrer courtois s'amenuisent, mais il décide de tenter le tout pour le tout. « Oui, père, la psychologie. J'aimerais en faire mon métier. Écouter les personnes, comprendre leur fragilité, les aider à trouver leur potentialité et à y croire. » « Mais mon pauvre garçon, tu n'es même pas capable de te secourir toi-même, » s'emporte-t-il. « Question fragilité, tu en connais un rayon. Et tu crois qu'empoté comme tu es, tu vas épauler les autres, là où tu échoues sans cesse. Et tout ça pourquoi ? 2000 € par mois ? Allons, Gustave, redescends de ton nuage. Tu ne vas pas vivre à mes crochets toute ta vie. Regarde-moi. Tu crois que pour en arriver là, j'ai passé mon temps à rêver d'un monde idéal ? Arrête de faire ta midinette. Endurcis-toi un peu. Que diable ! Tout le long de ce monologue, Gustave se liquéfie. S'il avait des doutes quant au sentiment de Dumoulin à son encontre, le voilà fixé. Il ne sait plus s'il doit se révolter ou s'effondrer. Tant ces mots le touchent, le blessent comme des poignards, leur lame acérée découpant méthodiquement son âme. Il reste silencieux, tête baissée, tentant de refluer les larmes qui menacent de monter. Il ne manquerait plus que ça. Son père aurait alors du grain à moudre. Il serre les poings pour les retenir. Mais déjà, le tyran le rappelle à l'ordre. « Bon, Gustave, il va falloir réagir. Tu portes mon nom et tu dois être à la hauteur des exigences que cela implique. Je suis quelqu'un de renommé, reconnu et de ton côté. Tu as besoin de comprendre comment te conduire face à l'adversité. T'ai-je déjà dit que j'avais étudié quelques mois dans un pensionnat, en Argentine à ton âge ? » ?»« Non, » balbutie Gustave, d'une voix pleine de trémolo. Il tente de dominer son émotion et s'en veut de ne pas vraiment y arriver. Toutefois, ce changement de sujet a l'effet escompté. Et il ne comprend pas où son père veut en venir. Et il ne lui a jamais parlé de lui, et il a du mal à l'imaginer à 17 ans. Ce pensionnat et son éducation ont changé ma vie, tu peux le croire. Grâce à mes maîtres, j'ai appris à me forger. J'ai pris une décision. Il est temps pour toi de faire de même. Tu iras là-bas. Ton billet est pris. Dans 3 jours, tu t'envoleras pour plusieurs semaines en Amérique latine. Tu t'immergeras dans l'ambiance du lieu, dans l'esprit de camaraderie qui y règne, et tu reviendras transformé. Enfin, je l'espère, murmure-t-il pour finir. Gustave est sonné. Cela ne lui déplaît pas de voyager, et ce n'est pas les liens affectifs qui le retiennent auprès de son père. Mais il se compare à un objet que l'on déplace au gré des humeurs de son propriétaire. Il bouillonne intérieurement et aimerait lui crier tout ce qu'il a sur le cœur. Qu'il se sent rejeté, que ça lui tord les tripes, que parfois il a envie de frapper cet homme si dur. Mais il reste paralysé par l'emprise que l'homme exerce sur lui depuis tout petit. Et il sait que chaque mot sera repris contre lui, balancé comme des couteaux, ou pire, balayé d'un revers de main. Ah, s'il avait eu une mère, peut-être aurait-il été un enfant aimé. Le téléphone sonne. Son père saisit le combiné et répond d'une voix ferme, assurée. Il jette enfin un œil vers Gustave, toujours installé face à lui, et fouette le vide d'un signe de la main, le congédiant sans un mot. Gustave se lève, soupire. Bon,
Après tout, un voyage linguistique de plus, pourquoi pas, se dit-il résigné. Chapitre 2. Tout au long du vol, l'adolescent est perdu dans ses pensées. Il est toujours aussi mal après cet énième monologue qui fait office de relation entre son père et lui. Il s'en veut d'être encore blessé par cet homme, alors qu'il devrait s'y habituer, ne rien attendre de leur relation. S'il pouvait se forger une carapace qui le mette à l'abri de la colère que son père éprouve pour lui. Si le jeune homme devait noter son estime de lui-même, il ne serait pas loin du zéro. Alors, comment avoir des rêves? Comment envisager un ailleurs quand on entend depuis que l'on est petit que l'on gâche tout, que l'on n'est pas à la hauteur de son nom et de ce que l'autre projette pour lui? Par moments, il voudrait être invisible, se terrer dans un trou, disparaître. Perdu dans ses pensées obscures, Gustave ne voit pas le temps passer et s'aperçoit qu'il arrive bientôt à destination. En descendant de l'avion, il s'inquiète, incertain de l'endroit où il doit aller et de la façon de s'y rendre. Comment va-t-il se débrouiller dans cette ville de Buenos Aires, qui lui a paru immense à travers le hublot? Il ne parle pas un mot d'espagnol. Il faut dire qu'il n'est pas fait pour les langues. Pourtant, il a passé beaucoup de séjours à l'étranger. Dans les buildings des États-Unis, les manoirs écossais, les cottages british, il a appris l'anglais comme on prend un taxi, mélangeant le classique enseigné en cours avec l'argot de Brooklyn et l'accent de Dublin. Mais pour l'espagnol, il n'a jamais compris l'utilité de cette langue. La péninsule ibérique et les pays d'Amérique latine ont-ils un PIB en forte croissance? Si ce n'était pas le cas, pourquoi son père l'aurait-il envoyé là? Quoi qu'il en soit, Gustave sait bien que face à son géniteur, il ne peut faire entendre ses choix. La relation est unilatérale. Il écoute, acquiesce et tente par la procrastination d'éviter de montrer son ignorance dans des sujets qu'il ne maîtrise pas et qui ne l'intéressent pas vraiment. Ah, si Dumoulin avait pu comprendre ce qui lui plaît. C'est plutôt l'humain de ses voyages. Il garde surtout le souvenir de riches rencontres, la découverte de cultures différentes, des shots pris au bord d'un bar crasseux en compagnie d'illustres inconnus qui lui racontaient leur parcours. Il avait toujours su écouter. Peut-être que si son père s'était intéressé à lui, il s'en serait aperçu. Peut-être aussi que s'il avait vécu avec sa mère, il aurait moins de vacuité, plus de confiance en lui. D'elle, il ne connaît qu'une photo en noir et blanc, encadrée sur la cheminée. Une belle femme, à l'air à la fois doux et passionné, dont il a entendu le prénom, Eva, quelquefois chuchotée par son père lorsqu'il se recueille devant ce cadre, se croyant seul. Heureusement que Justine a assuré le quotidien. Plus qu'une gouvernante, elle a été la seule personne un tant soit peu amicale, affectueuse avec lui. Enfin, dès qu'il s'éloignait du regard reprobateur de son père pour qui toute amabilité est un signe de faiblesse, Gustave a grandi auprès d'un taiseux grandiloquent. Les discours sont inépuisables, mais l'intime est verrouillé. C'est la raison pour laquelle il voudrait être psychologue. Comprendre les non-dits et les silences, les mettre en mots. Selon son père, son prénom est inspiré de Gustave Mahler, compositeur génial et ambigu. Mais l'adolescent considère qu'inconsciemment, il vient aussi de Carl Gustav Jung, l'un des maîtres de la psychanalyse. Chacun son interprétation. Tout à ses pensées, le jeune homme suit le groupe de passagers qui se dirige vers la sortie. Gustave récupère sa valise Vuitton, constatant qu'il est un des seuls à se permettre un tel luxe dans cet aéroport dit international. Il regarde autour de lui et aperçoit un chauffeur qui l'attend, encombré d'une importante pancarte à son nom.
Pourquoi s'est-il inquiété? Papa a pensé à tout, comme d'habitude. C'est peut-être cela la preuve d'amour qu'il cherche à décoder depuis 17 ans. Ou bien, essaie-t-il seulement de s'en convaincre? Assis à l'arrière de la berline, l'adolescent laisse ses idées vagabonder pendant que la voiture parcourt des avenues semblables à celles de toutes les grandes villes. L'architecture est un éternel recommencement. Les quartiers s'enchaînent, certaines rues paraissent pleines de vie, et d'autres s'y mornent. Les hautes constructions disparaissent au profit de maisons individuelles. Le véhicule rejoint le faubourg et la végétation apparaît, se fait plus dense. Au fur et à mesure qu'il s'éloigne de l'agglomération, il relève la tête et contemple la jungle qui entoure les chemins arides sur lesquels le taxi poursuit son circuit chaotique. Tout semble immense dans ces bananiers et ces palmiers chargés de fruits. Des orchidées géantes bordent des forêts de hêtres. Les arbres qu'il croise fréquemment en France paraissent incongrus près d'autres, plus exotiques. Gustave commence à douter. Le chauffeur sait-il où il va? Ou bien se sont-ils égarés? Le stress l'envahit peu à peu. N'est-il pas victime d'un enlèvement? Un grand nombre de touristes voyageant en Amérique latine ont été la proie de kidnappeurs. Il suffirait que les voyous se connectent à Internet pour comprendre que son père est richissime. L'adolescent sent le stress le gagner. Mais qu'est-ce qui lui a appris de monter avec le premier venu? La panique commence à s'installer, et il se demande comment aborder le chauffeur sans montrer son angoisse. Quand il aperçoit un portail en fer forgé de hauteur démesurée, qui s'ouvre lentement sur leur passage. Gustave déchiffre l'élégante plaque de marbre. Institut Péronne. Établissement privé. Interdiction d'entrée sans autorisation. Gustave est rasséréné à l'idée d'être arrivé à destination. Pourtant, la phrase d'accueil le rebute d'emblée. Pourquoi cette restriction dans une école? Une fois l'entrée passée, Gustave tourne la tête vers un parc immense. Le chauffeur longe un étang où s'ébattent des volatiles dont il ne connaissait pas même l'existence. Il parcourt une allée goudronnée, entourée de massifs fournis et colorés, où des fleurs ressemblant aux trompettes de Jéricho côtoient des bosquets colossaux et des chênes imposants. Une forêt borde la propriété, et il constate que le gigantesque jardin est impeccablement entretenu. Est-ce que le jardinier de son père a fait une formation identique à celle du paysagiste de cet institut? Cette idée lui arrache un sourire. Mais déjà, il perçoit une bâtisse majestueuse qui lui fait immédiatement penser au château de Moulinsart, cher au capitaine Haddock, compagnon de Tintin dont il a lu chaque bande dessinée avec application. Gustave discerne un petit attroupement au loin. Un comité d'accueil l'attend. Sur le perron, une espèce de castafiore blond platine d'environ 45 ans, fardé et grimé comme le personnage de fiction, déploie ses bras dans des gestes empesés. Une cascade de colliers orne sa poitrine bien fournie, ce qui accentue la ressemblance avec une cantatrice en représentation. Son attitude contraste avec l'homme très sérieux qui se tient à ses côtés. Grand, sec, très brun, il arbore une moustache taillée en pointe. L'homme porte un uniforme bardé de décorations et paraît aussi immobile qu'un garde devant le palais de Buckingham, attendant la relève. Gustave est incapable de lui donner un âge. Il a l'air d'avoir dépassé la date de péremption en tout cas, selon les critères de l'adolescent. Près du couple se tient un jeune homme d'à peu près son âge, de taille moyenne et plutôt bien portant. Châtain, peigné sagement avec l'arrêt sur le côté et vêtu de façon décontractée. Il complète le trio. Son visage rond inspire la sympathie. Gustave descend du véhicule et, conscient que le premier effet est important,
s'applique à se présenter comme on le lui a appris. Le gradé reprend d'un ton péremptoire. « Bienvenue à vous. Nous sommes honorés d'accueillir un membre de votre illustre famille. J'espère que vous serez à la hauteur de l'attitude de votre père. Il y a maintenant des années. Nos enseignements doivent se mériter. Vous êtes pressentement dans le sein des saints, et j'attends de vous un comportement en adéquation avec ce que l'on mise sur vous. Je suis le colonel Pérez, directeur de cet établissement, et voici Madame Isabelle, l'intendante de ce domaine. » Ladite Isabelle affiche un sourire forcé en direction du jeune homme et un regard un brin tendancieux, voire écœurant. Le militaire reprend. « Augusto, ici présent, sera votre guide. Il vous accompagnera dans votre installation et vous expliquera les règles de ce lieu. » Le colonel claque des talons et fait demi-tour, suivi d'un pas empressé par Isabelle. Gustave ne sait pas que penser de ce discours convenu. Il tente un sourire timide vers Augusto, qui le lui rend instantanément. L'élève prend l'initiative de la conversation. « Viens, je vais te montrer notre chambre. Normalement, nous y dormirons à 3, mais pour le moment, l'autre lit est vacant. » Rassuré par l'accueil engageant du jeune homme, Gustave lui emboîte le pas. Chapitre 3. Extrait du journal intime de Gabriella. Aujourd'hui est le premier jour où j'entame l'écriture d'un journal intime. J'ai franchi le cap, car j'ai besoin de vous expliquer qui je suis, d'extérioriser un peu tout le feu qui brûle en moi. Tout d'abord, et pour que vous me compreniez mieux, je vais vous parler de mon cadre de vie. Si vous saviez combien l'existence pourrait être belle à Buenos Aires. J'aime ma ville. J'aime marcher dans la rue, sentir le vent dans mes cheveux, avoir l'impression d'être irrésistible en entendant le bruit de mes talons sur les pavés et en éprouvant les frôlements de mes boucles brunes qui me tombent jusqu'à la taille. J'adore me sentir libre. Je m'appelle Gabriella et j'ai 16 ans. Si je ne me sens pas libre à 16 ans, quand le serai-je ? Pourtant, ce n'est pas si simple. Quand j'écoute mes parents, je comprends leur déception et leur mal-être. Mon pays a vécu un essor nouveau quand Perón est arrivé au pouvoir. Les ouvriers et fils d'ouvriers, quant à eux à l'époque, ont vécu son élection avec les cœurs pleins d'espoir. Il leur a promis un changement face à l'injustice et des mesures pour éviter les inégalités sociales. Enfin, ils allaient être pris en compte. Enfin, ils ne se sentiraient plus diminués, dévalués par rapport aux bourgeois argentins qui se comportaient et se comportent toujours comme si leur vie avait plus de valeur, sous prétexte qu'ils ont de l'argent. Et pourtant, cet homme a pourri notre pays. Ses engagements ont été réalisés pendant les premières années, bien avant que je naisse. Mais ses convictions sont parties aux oubliettes et ont laissé la place aux injustices et à la terreur sournoise. Celle qui vous prend les tripes et vous les remue sans que cela ne se voie à l'extérieur. Celle qui fait que vous vous retournez dans la rue pour vérifier que vous n'êtes pas en danger. Celle où vous contrôlez vos mots, où vous vous méfiez de vos interlocuteurs. Après lui, ces sbires ont continué leur action. Sa deuxième femme, Isabelle, qui lui a succédé, puis Videla, dont la politique s'est inscrite dans le même registre, la dictature par la terreur. Et après lui, d'autres du même acabit. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que je ne veux plus avoir peur. Alors si j'ouvre ce journal, c'est pour m'aider à me sentir bien, positive. Je m'appelle Gabriella. J'aime ma vie, même si elle est simple. Et j'ai des amis, un petit nombre, mais toujours de bonne compagnie. Et nous adorons nous dire que dans nos rêves, tout est possible. Ce soir, nous avions rendez-vous dans un bar à la mode et j'ai dansé toute la soirée. Mon ami Ancarni m'a dit que je rayonnais.
J'aurais aimé faire une rencontre pour que cette soirée soit parfaite, mais cela n'a pas été le cas. Je n'ai jamais été amoureuse. J'aimerais tant connaître cette sensation d'abandon et de sécurité. Chaque chose en son temps. Cela viendra, car j'ai confiance en la vie. Chapitre 4. Augusto est intarissable sur la vie dans ce lycée. Grâce à ses récits d'anecdotes et ses explications, Gustave se sent rapidement à l'aise et il en profite pour détailler son camarade, qui le dépasse d'une tête et paraît un peu engoncé sous son sweat. D'un abord sympathique, il a 17 ans lui aussi, et il est rassurant d'être accueilli par quelqu'un comme lui. À la suite de cet examen minutieux, Gustave se demande en retour comment son nouveau camarade le perçoit. S'il devait lui-même se qualifier, il se situerait dans la catégorie des ni beau ni moche. Son visage est ovale et sans trop d'acné, mais il est assez pâle. Il n'est ni grand, ni petit, 1,75 m, une taille passe-partout. Il n'est ni maigre ni gros, disons assez fluet. Il n'a pas trop de muscles, il faut dire que le sport n'est pas l'une de ses passions. Quant à sa couleur de cheveux, il n'est ni brun, ni blond, plutôt châtain foncé, avec des boucles indomptables, accentuant son côté juvénile. Il arrête là l'état des lieux et se concentre sur les paroles d'Augusto, qui lui parle de leur chambre. « Il doit y avoir un autre mec avec nous, mais il n'est pas encore arrivé, dit-il. Il me tarde que notre trio soit au complet, rajoute-t-il avec entrain. Gustave est étonné de faire déjà partie d'un groupe, qui n'est même pas formé, qui plus est. Cela le rassure et l'inquiète en même temps, tant c'est rapide. Tout en marchant, Augusto lui explique sommairement les différents bâtiments. Celui-là, avec la belle façade, c'est le lycée. Enfin, ce qui fait office de lycée. Salle de cours, bibliothèque, bureau du directeur et d'Isabelle. Salle des profs et des surveillants. Dans l'aile sud se trouve leur appartement. Tu veux dire qu'ils vivent sur place? Oui. On est une grande famille ici. Tout le monde dort dans l'institut. C'est la première fois que Gustave doit considérer les enseignants comme membres de sa famille. Il en est un tant soit peu surpris. Ici, reprend Augusto, sur la droite, près du grand chêne, il y a les ateliers. Les ateliers? On va faire du travail manuel? Demande Gustave, de plus en plus étonné. Ah, en quelque sorte, oui, reprend le garçon, gêné. Viens, je vais te montrer la suite. Regarde ce parc, il est beau, hein? En plus, il y a plein d'endroits chouettes pour se relaxer. Et tout au fond, il y a le gymnase. Il se dirige enfin vers le bâtiment qui comprend les chambres et la cantine. Le jeune homme trouve que l'espace est grand, mais il est finalement assez facile de se repérer. Il résume la bâtisse la plus longue sur la droite est pour les cours, avec les ateliers en sous-sol. La partie centrale est la plus spacieuse. Elle inclut l'internat, les salles de vie communes, le réfectoire. L'aile de gauche est réservée pour les logements du personnel. Le gymnase est le plus éloigné. On le voit à peine depuis l'allée principale. Gustave contemple les façades en stuc, les colonnes qui ornent les portes et les gargouilles sur le haut de l'édifice. Un peu tape à l'œil, mais l'ensemble fait son effet, pense-t-il. Tout en discutant, les deux garçons entrent dans l'internat et montent dans les étages supérieurs de la grande bâtisse. Gustave admire le décor qui s'offre à lui. Les couloirs sont garnis de tapis moelleux, de meubles anciens qui donnent une ambiance chaleureuse au lieu. Il se détend rapidement et se dit que son séjour dans ces lieux pourrait s'avérer plaisant, tout compte fait. Au milieu du corridor, il tourne à droite. Augusto ouvre maintenant la porte de leur dortoir. Gustave est agréablement surpris. Dans l'avion, il s'imaginait l'internat comme une cellule de prison. Des lits superposés ornés d'une vieille couverture, un bureau délabré et une armoire, peut-être aussi des WC, à même la chambre. Or, ces lieux n'ont rien à voir avec ses projections. Son regard balaie la salle. Les plafonds sont hauts et le style rococo des murs sophistiqués contraste avec un ameublement moderne. La pièce est grande et les emplacements sont clairement définis. Chacun a son espace.
un lit recouvert d'une jolie couette colorée, un bureau équipé, un panneau entier de placards, type dressing, et il y a même une bibliothèque garnie. Gustave est soulagé. Il n'a pas eu le temps de faire le plein de livres avant de partir. Il ne sera pas à court de lecture. Le jeune homme dépose sa valise sur le couchage qu'Augusto lui désigne comme le sien et regarde par la fenêtre. Il a une vue magnifique sur le parc et sur son chêne centenaire au tronc majestueux. Augusto est déjà assis sur son lit, en attente de sa réaction. Sur sa table de nuit, une statue, reproduction miniature du penseur, est mise en valeur. Gustave lui demande « Auguste Rodin, tu aimes ce sculpteur ?»« Oui, » répond son camarade d'une voix enjouée. « Ma mère est sculptrice et a toujours admiré l'artiste. Elle m'a appelé Augusto en son honneur, dit-il fièrement. Et elle m'a offert cette reproduction quelques jours avant que je ne vienne ici, conclut-il d'un ton nostalgique. Gustave hoche la tête, tant pour approuver que pour remercier Augusto d'avoir partagé ainsi son histoire. Il se sent déjà bien dans cette chambre et commence à apprécier son collègue. Rasséréné, il s'approche de l'étagère contenant les romans. Il ne connaît pas tous les titres de ses livres, mais il reconnaît d'abord la Bible. Ce n'est pas forcément à celui-là qu'il pensait en termes de détente. Son regard s'arrête sur un ouvrage qu'il n'aurait jamais cru voir dans une bibliothèque. Le titre lui saute aux yeux et entraîne indubitablement l'horreur. Il le relit, mais pas d'erreur. Il s'agit bien de Mein Kampf. « Mais ce bouquin est interdit !» dit-il à voix haute. « Et il n'est même plus publié !» Ses yeux continuent à balayer les rayonnages. La vie est l'œuvre de Pinochet, Mussolini ce génie, la phalange et la gloire, l'OAS ou les interrogatoires sous toutes leurs formes. Gustave recule d'un pas, choqué. Il a du mal à y croire. Qu'est-ce que ces abominations font dans une chambre d'étudiant ? Il a la nausée rien qu'en y pensant. Déjà, Augusto rétorque. « Ah, c'est bien si tu aimes lire. C'est les bouquins qu'il faut étudier pour les cours. Moi, je suis dyslexique, alors c'est compliqué pour moi. » Gustave reste sans voix, soufflé tant par cette douche froide que par la réaction inappropriée de son collègue. Il a l'impression d'être dans un mauvais rêve, ou bien victime d'une caméra cachée. Tout, mais pas ça. Il est mal à l'aise et n'ose regarder Augusto dans les yeux, alors que son camarade, toujours aussi volubile, semble trouver la situation normale. Il n'a pas le temps de reprendre ses esprits que déjà Augusto le presse. « Dépêche-toi, c'est l'heure du repas, il ne faut pas être en retard. » Les deux garçons descendent les escaliers pour atteindre le rez-de-chaussée. Gustave reste silencieux. Il a l'impression de sentir des rouages en plein mouvement dans son cerveau, afin de décoder et comprendre sa situation. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'on attend de lui ? Qui sont les autres élèves de cet institut ? Augusto continue son verbiage comme si de rien n'était, ne percevant pas le trouble de son camarade. Les garçons arrivent dans un petit hall où se trouve la porte du réfectoire. La moquette rouge grenat est mise en valeur par la couleur crème des murs. Sur le côté, un modeste autel garni de fleurs rend hommage à une photographie agrandie représentant une jeune femme. Prise en noir et blanc, le cliché se veut une pose naturelle d'une trentenaire, très chic. Gustave s'approche et reste interloqué. Il reconnaît la personne sur la photo. C'est la même femme que celle du cadre qui trône dans son salon, sur la cheminée. Le portrait qui, pour lui, a toujours été celui de sa mère. Il reste interdit, alors qu'Augusto s'agenouille et fait le signe de croix. Gustave ne comprend pas. Sa mère étant connue que cela ? Pourquoi son camarade montre-t-il une telle déférence à son égard ? Va-t-il enfin avoir des explications sur ce qu'elle est, ce qu'elle a vécu ? Il sent son cœur s'emballer à cette idée et, d'une voix étranglée, il interroge son nouvel ami. « Dis-moi, Augusto, qui est-ce ?»« C'est notre mère à tous, » répond Augusto d'un ton déférent. Décontenancé par cette répartie, l'adolescent ne sait pas ce qu'il peut répliquer. Il demande d'une voix blanche.
Aux 46 élèves? Oui, Evita Perron, notre mère symbolique, affirme Augusto, pénétré par cette révélation. Gustave se sent mal. Il a l'impression que l'univers s'effondre autour de lui. Evita Perron, la femme du dictateur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il ne sait plus à quoi se fier. Si cette belle jeune femme n'est pas sa mère, comme il l'a cru pendant des années, qui est sa vraie mère? Pourquoi son père le lui a-t-il caché? En y réfléchissant, il se rend compte que son père ne lui a pas vraiment menti, puisqu'il n'a jamais énoncé clairement qui était la dame sur le portrait. C'est lui qui a déduit cette explication en l'observant en cachette. Dans leur univers de non-dits, combien de quiproquos sont encore de mise? Dans ce désarroi, l'adolescent se sent vaciller. Il sent que la question essentielle qu'il doit maintenant se poser est « Qui suis-je » Il a envie de crier, de hurler devant autant d'incertitude et de frustration. Ses jambes se dérobent et il s'assoit fébrile. Augusto se méprend sur son geste et lui dit « Tu peux te recueillir toi aussi, mais pas trop longtemps parce qu'après, on n'aura plus de rab à la cantine. » Gustave se passe la main sur le visage, dans un mouvement exprimant à la fois son épuisement et l'ampleur du doute qui l'assaille. Son éducation lui a appris à tout garder en lui, mais il a la sensation qu'il va déborder sous le flux de ses émotions contradictoires, comme un vase trop plein. Il se lève, ouvre la porte des toilettes stratégiquement placées en face du réfectoire, se tourne vers son camarade et articule difficilement. « Attends-moi 5 minutes, j'arrive. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.